Bonjour à tous, c'est Maxence Rigotier du blog courseapied.com. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Charles Eisenberg. Donc, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Charles Eisenberg, c'est le médecin du pôle athlétisme de l'INSEP. Tu es également médecin des équipes de France de squash, médecin des équipes de France de lutte, etc. Je vais laisser le docteur Charles Eisenberg se présenter et ensuite lui poser quelques questions par rapport à toutes les interrogations que l'on peut avoir si l'on souhaite reprendre la course à pied ou par rapport à notre carrière de sportif que l'on souhaite faire dans la course à pied. Bonjour Charles. Bonjour. Écoute, je pense que tu as dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur moi. Mis à part que donc je suis médecin du sport. Comme tu dis, donc je travaille à l'INSEP et je suis des équipes de France. Et puis j'ai une activité aussi libérale de médecine du sport où je vois des patients de moins haut niveau, mais qui parfois se font autant, voire plus mal que les professionnels. D'accord. Quel conseil tu pourrais donner à toutes les personnes qui souhaitent reprendre le sport après 40 ou 50 ans, parce que je reçois souvent des emails par rapport à ça, et du coup, quels sont les conseils indispensables à leur donner pour toutes les personnes qui ont eu des grands moments d'inactivité par le passé, qui souhaitent reprendre le sport après 40 ou 50 ans? Alors, dans un premier temps, c'est d'abord les féliciter parce que c'est une très bonne idée. Il faut savoir que pour votre cœur, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire de reprendre le sport. Aujourd'hui, on a des études qui nous montrent que l'activité sportive physique régulière est plus efficace pour protéger votre cœur que tous les médicaments qu'on a à notre disposition en tant que médecin. Donc d'abord, c'est une très bonne chose de se remettre au sport. Ensuite, avec les personnes qui commencent ou recommencent le sport à 50 ans, voilà, c'est surtout ça qu'il faut différencier. C'est ceux qui ont derrière eux un passé sportif avec l'habitude d'avoir une activité sportive qui vont nous poser souvent plus de problèmes, et les gens qui n'ont jamais fait de sport qui en général se passent plutôt mieux. C'est-à-dire que souvent les problèmes que nous rencontrons en médecine du sport chez les patients qui se remettent au sport à cet âge-là, c'est s'ils ont un passé de sportif, ils vont vouloir reprendre très vite au même rythme qu'ils avaient avant. Et c'est là qu'il va y avoir des blessures parce que le corps a vieilli, il n'a pas été entretenu pendant 1 ou 2 décennies, et il y a un temps d'adaptation, un temps de réhabituation à l'effort qu'il faut accorder au corps. Donc c'est une très bonne chose de reprendre. Ensuite, ça va être en gros les mêmes conseils qu'aux jeunes sportifs, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un effort progressif, avec une intensité qui monte et sans vouloir brûler les étapes. Par rapport à des patients plus jeunes qui seraient dans la vingtaine, trentaine, il faut surtout faire attention aux tendons, parce que le risque, c'est les tendinites, les déchirures, les différentes blessures musculaires, mais surtout les tendinites, les tendons étant plus raides, se déshydratant plus rapidement à 50 ans qu'à 20 ans, les efforts répétitifs type course à pied vont poser des problèmes à ce niveau-là. D'accord, donc clairement il faut reprendre, mais tout en douceur au départ et écouter son corps. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne pas brûler les étapes. Quand ils font du sport, quand ils reprennent le sport à 40 ou 50 ans, en général, c'est pas pour devenir champion du monde du 100 mètres. Exactement. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Le pire pour quelqu'un qui commence le sport à 40-50 ans, ça va être de se blesser au début et ça va lui enlever l'envie de recommencer. Donc il faut vraiment y aller progressivement, si possible encadré. Alors ça, soit par un coach réel, soit par un coach virtuel. Aujourd'hui, on trouve sur Internet plein de conseils pour le début de la course. Toi-même, sur le blog, je pense que tu peux donner des conseils. Donc c'est une très bonne chose, mais voilà, il faut y aller progressivement, faire attention, ne pas sauter les étapes d'échauffement avant, d'étirement après. Il faut bien s'hydrater pendant la séance. Et sous ces quelques précautions, ça va bien se passer. D'accord. Et
pour toi, tu es pour faire des étirements après une petite séance de course à pied ou c'est plus en fonction de chacun? Alors, à 50 ans, à partir du moment où ils vont cavaler plus de 20 minutes, il va falloir faire des étirements. Autant, encore une fois, à 20 ans, on le voit dans tous les sports, hein, à 20 ans, quand tu es sur le bord d'un terrain de foot, les joueurs mettent les crampons et ils font un tour de terrain et puis bon. Autant à 50 ans, il faut il faut faire attention à son corps, il faut vraiment faire attention à ses tendons pour ne pas se blesser. Alors ce sera des micro-blessures, de la micro-traumatologie, mais par contre ça t'empêchera de continuer. Donc oui, à partir du moment où il y aura 20-30 minutes de course à pied, il y a une phase d'étirement à avoir après. Plus la séance va être longue, plus l'étirement doit être systématique sur chaîne musculaire. Alors sur la course à pied, c'est quand même assez rapide puisque en gros on étire que les membres inférieurs et surtout les chaînes postérieures, donc c'est quand même assez rapide. Mais par contre, il faudra le faire systématiquement. D'accord. Et aussi, une autre question qui me vient du coup à l'esprit, combien d'heures en moyenne un sportif doit dormir par nuit et combien d'heures en moyenne, logiquement quand on est non sportif, on doit dormir en moyenne par nuit pour voir un petit peu la différence entre un sportif et un non sportif. Il n'y a pas forcément pour récupérer au maximum la fatigue et les efforts. Là, on n'est plus dans le même cadre. C'est-à-dire que pour que la notion de sommeil devienne importante, il faut que ça soit des sportifs qui font du sport quotidiennement et qui font en gros au moins 7-8 heures de sport par semaine. Où là, le sommeil peut avoir une importance. Quelqu'un qui va courir 2 fois 1 heure dans la semaine, le sommeil n'a pas d'incidence directe ni sur ses capacités, ni sur ses résultats. Ensuite, chez les sportifs qui sont plus sur l'entraînement de longue distance ou de très longue distance, effectivement, le sommeil va avoir une importance et surtout la récupération musculaire. Donc, on aura plus tendance à faire attention sur la récupération au cours de la semaine avec une variation des séances d'entraînement et avec des jours de repos, au moins une journée de repos dans la semaine, que vraiment à proprement parler du sommeil. Ensuite, le sommeil, je dirais que c'est comme pour tout le monde, il faut, alors c'est variable d'une personne à l'autre, mais on va dire que 6-8 heures de sommeil par nuit est une bonne moyenne. Ensuite, certaines personnes vont avoir besoin de 10 heures et d'autres à 5 heures vont être bien. C'est vraiment plus sur le temps de récupération qu'on va insister dans le suivi des sportifs qu'à proprement parler sur le temps de sommeil. D'accord. Donc pour résumer, en gros, jamais en dessous de 6 heures, sinon c'est suicidaire quand même. Ça dépend de ta charge d'entraînement. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu prépares un ultra-trail et que tu es à 10-15 heures d'entraînement dans la semaine, dormir moins de 6 heures par nuit, oui, ça va être très difficile. Si tu prépares un 10 km et que tu cours tranquillement 2 à 3 fois par semaine, les heures de sommeil ne vont pas poser de problème, sauf si effectivement tu dors moins de 5 heures par nuit, où là tu vas être fatigué, et avec la fatigue, augmente le risque de blessure. D'accord, donc ça va en fonction du type de séance et du type de compétition que l'on va Tout à fait. effectuer, c'est le temps de sommeil est plus ou moins important. Oui, moins important que le temps de récupération. D'accord. Et quand tu dis temps de récupération, c'est-à-dire le délai entre chaque entraînement ou le délai entre chaque entraînement, les jours de repos, la variation d'effort, la récupération que tu fais après l'effort, notamment sur du fractionné ou notamment sur une sortie très longue, où il va falloir accorder à ton corps et à tes muscles un temps de récupération. Là-dessus, on va avoir un risque de blessure plus important chez quelqu'un qui enchaîne les séances sans se reposer que chez quelqu'un qui va dormir un petit peu moins pendant une semaine. D'accord, j'imagine. Et du coup, est-ce que également, lorsqu'on pratique beaucoup la course à pied, on a également, entre guillemets, soit des crampes ou des courbatures. Est-ce qu'il y a des exercices ou une hygiène de vie à adopter pour éviter les crampes et les courbatures? Alors, ce sont deux choses différentes. Les crampes,
en général, donc ce sont les muscles qui se tétanisent, et en général c'est lié à la course à pied, à un manque d'hydratation. On a ça très souvent sur des sorties assez longues où la personne ne boit pas. Il faut savoir vraiment qu'à l'effort et spécifiquement à la course à pied, il faut boire régulièrement. Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour commencer à boire. Sur des sorties longues, il faut à partir, alors ça dépend des personnes, ça dépend des conditions atmosphériques bien évidemment, mais sur une sortie longue, on va dire parisienne, à 20 degrés, sans grand soleil, sans grande pluie, n'importe quoi, il faut au bout d'un minute commencer à s'hydrater, et en tout cas sur une sortie qui dure plus de 40 minutes, il faut absolument pendant la course trouver le moment de boire un petit peu. En dessous de 40 minutes, on peut boire avant et après la course, ça doit pouvoir suffire si c'est pas une séance qui est très intense. Les courbatures, c'est une production en fait d'acide lactique au niveau des muscles qui va être relarguée après la séance, et donc ça, c'est un problème essentiellement d'entraînement et d'étirement après les séances. Donc autant les crampes, ça se gère un peu en amont, on va dire, et pendant la séance, autant les courbatures, ça se gère à la fin avec des étirements qui vont permettre de relâcher tranquillement toutes les chaînes musculaires, et puis avec tout simplement l'entraînement, ou en tout cas pour les débutants, les courbatures d'une séance sur l'autre vont être de moins en moins importantes. Après, effectivement, sur des sorties longues, sur des efforts très intenses, il y aura des courbatures après. D'accord. Donc du coup, je rebondis sur tes propos. Combien de litres d'eau un sportif doit boire par jour si on veut éviter les crampes ou même être hydraté à 100%? Alors, encore une fois, ça dépend de ton activité sportive. On va prendre l'exemple pour un 10 km et un marathon. D'accord. Donc, de base, tous les jours, il faut boire entre 1 litre et 1 litre et demi. Alors, ce n'est pas forcément de l'eau, mais c'est des liquides. Donc, dedans rentre le thé, le café, la soupe, les jus d'orange, enfin, tout liquide qui va permettre de faire fonctionner le système rénal et donc d'aller uriner. Et après, cette hydratation doit augmenter lors des entraînements et lors de la course afin de compenser les pertes que tu vas avoir en transpiration. Donc c'est vraiment un calcul tout simple d'entrée et de sortie, et ça va dépendre beaucoup du système de transpiration de chacun. Certaines personnes vont être capables de courir presque une demi-heure sans transpirer, alors que d'autres vont transpirer dès le début de leur activité physique. On sait qu'avec l'entraînement, plus les gens ont l'habitude de courir, en général, plus leur système de sudation commence tôt à travailler, parce que c'est un système qui permet de réguler la température du corps à l'effort, et donc chez les gens entraînés, sauf exception, mais en général, plus ils vont s'entraîner, plus ils vont se mettre à transpirer tôt, et donc plus ils vont avoir besoin de boire. Alors sur un 10 km, on va retrouver une course qui va être somme toute assez courte, où on va dire en moyenne on va être autour d'une heure. Alors évidemment certains vont vouloir le faire en moins de 38 minutes, d'autres vont vouloir le faire en 1 heure et demie, en 2 heures, mais voilà, on va être autour d'une heure de course. Sur une heure de course, il faut bien s'hydrater le jour avant, et sur la course, je pense que en ayant un bidon sur soi, on doit bien faire un bidon, ou alors s'il y a des stands d'hydratation, ça va correspondre à 2-3 verres. Mais encore une fois, c'est vraiment très variable des personnes, et certaines personnes sur un 10 km vont perdre 2 litres de transpiration et d'autres quasiment pas. Je me permets juste parce que je ne sais pas si tu m'en parles après sur les boissons. Juste une petite digression sur les boissons où il faut faire attention à ce qu'on boit. Certains coureurs, notamment qui n'ont pas vraiment l'habitude, ont tendance à boire de l'eau à l'effort, ce qui sur une petite distance ne pose pas de problème. Et à partir du moment où on va courir 1 heure et demie, 2 heures, il faut pas se réhydrater avec de l'eau parce que ça pose des problèmes justement de crampes, ça pose des problèmes de déshydratation. Donc soit il y a des boissons toutes prêtes dans le commerce de réhydratation d'effort, soit on peut les faire assez facilement, typiquement avec du jus de raisin qu'on coupe à 50% d'eau
et dans lequel on met une petite pincée de sel et ce qui nous apporte tout ce qu'il faut. D'accord. Donc en gros, c'est se créer une petite boisson énergétique à partir du moment où si on court un marathon. Ah oui, le marathon c'est obligatoire. Hein, là j'étais plus dans mon idée sur l'idée du 10 km, où en fait, encore une fois, si tu le cavales en 45 minutes, il va pas y avoir de dette hydrique, enfin, tu vas pas avoir un manque d'eau important, donc c'est pas bien grave. Par contre, si c'est ton premier 10 km et qu'on part plutôt sur 1h15, 1h20, là effectivement l'eau seule peut commencer à poser un problème. Et par contre sur un marathon, c'est évident qu'il faut absolument pas se réhydrater avec de l'eau. Parce que sinon il va y avoir une perte de sel importante et il peut y avoir des soucis, des coups de chaud qu'on appelle, qui sont des problèmes de déshydratation, de perte de sodium, où on aura beaucoup de mal, voire impossibilité de finir le marathon. D'accord. Bah moi en tout cas personnellement je suis le mauvais élève puisque je n'ai jamais bu une seule fois dans ma vie au cours d'un 10 km. Mais moi je cours environ en 38-39 minutes donc mais je m'hydrate Oui. extrêmement bien juste après la course parce que on a quand même besoin de s'hydrater et puis surtout absolument ne pas se blesser quoi. Oui, c'est ça. Et encore une fois, ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'à moins de 40 minutes de course, tu peux t'hydrater avant-après. Alors en sachant que j'imagine quand même que tes 38 ou 39 minutes, tu les fais très rapidement. Et c'est vrai qu'une petite ingurgitation d'eau ou de liquide serait pas mal pendant la course. Mais bon, encore une fois, sur une courte durée, l'hydratation avant-après peut suffire. Voilà, bah c'est exactement ça, je m'hydrate juste avant et juste après et pour le 10 km ça suffit pour ma part. Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Ok. Et malheureusement, lorsque l'on pratique la course à pied, il y a de grandes chances que l'on ait au moins une blessure au cours de sa vie de coureur. Et je voulais que tu nous dises un petit peu combien de jours de repos doit-on faire après soit un claquage, une élongation ou une déchirure. Quelle est entre guillemets la période type de repos après ces trois types de blessures. Alors, effectivement, donc c'est en gros la même blessure, mais à trois stades différents. C'est-à-dire, le premier stade étant l'élongation, où tu as les fibres musculaires qui ont été un petit peu abîmées, mais restent continues. Tu as après la déchirure, où un certain nombre de fibres musculaires au sein du muscle sont déchirées. Et puis tu as le claquage, où tu as tout un groupe musculaire qui, lui, est déchiré, et donc avec un muscle qui se rétracte. C'est assez variable. On va dire que l'élongation doit pouvoir en dizaines, quinzaine de jours passer, alors que sur le claquage à l'autre extrémité de la chaîne, on sera plutôt sur du 4 à 6 semaines. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les coureurs sont les plus mauvais élèves des médecins du sport. Je le dis sans aucune honte, il faut le savoir. Vous êtes vraiment les plus mauvais et qu'en général, vous êtes addict à la course à pied et qu'on a beaucoup de mal à vous faire arrêter le temps nécessaire. Donc on essaye de discuter avec vous, de monnayer un délai minimum, d'y adjoindre des soins de récupération avec un kit de massage pour essayer de diriger la guérison. Et puis on essaye éventuellement de raccourcir un peu ce délai, mais on va dire que chez Monsieur Tout-le-Monde qui s'entraîne seul, il faut partir sur cette idée qui est une douleur musculaire survenant à l'effort, il faut se laisser au moins une semaine avant de recourir derrière. Et si la douleur persiste, si même sans effort dans la vie quotidienne on est gêné, à ce moment-là, je conseillerais d'aller voir un médecin, de faire éventuellement une échographie, de voir un peu le stade de la lésion et de voir combien de temps il faut s'arrêter. Alors, ça, évidemment, chez les gens qui veulent absolument recommencer à courir. Hein, si vous courez de temps en temps le dimanche, une demi-heure, 1 heure, et que vous avez ce genre de blessure, pas la peine de faire l'examen, vous laissez passer 1, 2, 3 semaines, et puis vous voyez ce que ça donne. Mais pour fixer l'esprit, on va dire élongation, une dizaine, quinzaine de jours, et un claquage musculaire, on est plutôt sur un mois et demi.
D'accord. Et déchirure, c'est le même topo, entre guillemets, ou c'est encore une autre distinction? C'est entre les deux. Entre Donc, les deux. En fait, quand tu vois, enfin si tu imagines un peu un schéma de muscles, où tu as donc un muscle et dans les muscles, tu as des faisceaux musculaires, donc qui sont en fait des petits muscles entourés d'une membrane, qui eux-mêmes forment le muscle, et à l'intérieur de ces faisceaux, tu as les fibres musculaires qui font la même chose. Donc c'est un peu les poupées gigones qui s'encadrent les unes dans les autres. Et donc en fait, l'élongation, c'est la plus petite unité qui est atteinte, donc c'est pas bien grave parce que tu as beaucoup de muscles autour pour te protéger. La déchirure, c'est l'unité supérieure qui est atteinte, donc c'est le faisceau musculaire qui est abîmé. Donc c'est gênant, mais tu as encore plein de faisceaux musculaires autour. Et ensuite, le claquage, à ce moment-là, c'est la grosse unité musculaire qui est abîmée, voire parfois tous les muscles. Parfois, tu peux te claquer un jumeau ou un autre muscle à la course à pied. Et dans ce cas, la lésion est beaucoup plus longue à guérir. d'accord. Donc, en gros, pour résumer, les blessures du moins grave au plus grave, c'est 1 élongation, 2 déchirure, 3 claquages. Oui. D'accord. Et du coup, en tant que médecin, quelles sont les différentes blessures que les coureurs ont régulièrement lorsqu'ils pratiquent la course à pied et comment éviter ces blessures-là? Alors, ça dépend beaucoup du type de coureur. C'est-à-dire que le débutant de 50 ans va pas avoir les mêmes blessures que le coureur habituel de 25 ans qui s'entraîne pour de l'ultra-trail, quoi. Ça va pas être la même chose. Le plus fréquent, toute catégorie confondue, on va dire, ça va être les tendinites. Parce que il va y avoir une sollicitation répétée, fréquente du même tendon, et c'est ça qui va poser problème. Chez les coureurs, comme je disais, qui sont un peu addicts et qui ont du mal à s'arrêter, souvent ils vont négliger ou essayer d'ignorer les petites douleurs et recourir dessus. Donc effectivement, le tendon d'Achille, effectivement ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, qui est une inflammation au niveau du genou, de la partie externe du genou, d'un muscle qui s'appelle le tenseur des fasciae lata, sont des choses qui sont très très fréquentes. Après, sur des sorties, sur du fractionné, sur des choses un peu plus violentes, on peut avoir des macro-traumatismes type déchirure ou claquage. Et puis après, chez les gens qui courent vraiment beaucoup, on peut avoir des fractures de fatigue qui apparaissent en général pour vraiment une grosse charge d'entraînement. D'accord. Donc les 3 types de blessures, c'est Il y en a syndrome. deux. Les deux types de blessures, c'est en gros ce qu'on différencie en médecine du sport dans le micro-traumatisme, où ce n'est pas cassé, où tu as les élongations, les tendinites, des choses comme ça, et le macro-traumatisme, où là la structure du corps a été modifiée, où il y a une fracture, où il y a un cage, où donc là la prise en charge est plus longue et c'est plus douloureux, quoi. D'accord. Et j'ai souvent des amis qui ont ce problème de l'essuie-glace. Alors comment arriver à l'éviter? Est-ce qu'il faut avoir absolument des semelles orthopédiques et ensuite logiquement ça passe? Comment on peut éviter ce type de blessure? Alors, effectivement, c'est très souvent un problème de chaussant. En fait, en médecine de sport, quand on a des soucis d'inflammation sur certaines zones, c'est le traitement va être essayer de trouver de quelle manière on va pouvoir prévenir justement ce frottement à cet endroit-là. Et c'est vrai que sur le syndrome de l'essuie-glace, en fait, ce qui se passe, c'est que le tendon donc du TFL, qui est le tenseur du fasciae lata, le tendon du TFL va venir frotter sur la partie externe du fémur, et à chaque fois où vous allez plier la jambe, la tendre, c'est un peu comme en escalade, la corde qui va venir frotter sur l'arête du rocher. Et donc, la seule manière de régler ça, alors la seule, je suis un peu excessif, on va dire la manière la plus facile de régler ça, ça va être de changer l'appui au niveau du sol pour permettre d'effacer le relief osseux et donc en fait de vous mettre en position de supination au niveau du pied pour effacer le relief, pour l'absorber vers l'intérieur. Alors le plus facile souvent étant de prendre des chaussures pour pronateurs donc qui vont être supinatrices. Donc ils vont vous mettre le pied, donc le pouce vraiment posé au sol et le petit orteil surélevé. Mais parfois ça ne suffit pas et parfois c'est un problème de pied qui part sur le côté à la course. Et à ce moment-là, effectivement,
le fait de confectionner des semelles orthopédiques va permettre, en modifiant vos appuis au sol, de redresser votre pas. La question des semelles orthopédiques systématiques chez les coureurs est une question qui revient assez régulièrement. J'aurais tendance à dire assez régulièrement oui. Je pense notamment, si vous faites de sorties très fréquentes, il faut vraiment que vous soyez réglé comme une mécanique de Ferrari, et il faut vraiment qu'il n'y ait pas de petits frottements, ni en interne, ni en externe, ni devant, ni derrière. Et dans ce cas, aucune chaussure du marché va pouvoir s'adapter complètement à votre pied. Alors maintenant, il y a des coureurs qui courent tous les jours, qui courent 10 heures par semaine et qui n'ont pas de semelle, et pour qui ça se passe très bien, et c'est très bien. Mais si vous vous mettez à faire de la course à pied, je pense que c'est un bon investissement d'aller voir un podologue et de vous faire des semelles orthopédiques. Ouais, en gros, il faut quasiment se faire des chaussures sur mesure avec des semelles orthopédiques pour être sûr de régler son problème. C'est ça. C'est-à-dire que je conseille souvent à mes patients qui s'y mettent, alors encore une fois, pas ceux qui vont courir une demi-heure par semaine, mais ceux qui s'y mettent vraiment, de prendre des chaussures neutres et d'aller voir un podologue du sport et qui connaissent bien la problématique de la course à pied et de faire des semelles adaptées à leurs pieds. D'accord. Et du coup, vu que tu vois énormément aussi d'athlètes de haut niveau, ils ont les mêmes types de blessures, par exemple toutes les personnes qui font du squash ou de la lutte, ou les athlètes également du pôle athlétisme et de l'INSEP, ils ont exactement le même type de blessures que les coureurs de course à pied, ou ils ont des blessures différentes? Ils ont le même type de blessure. Alors on peut pas mélanger tous les sports parce que la problématique est différente à la lutte ou à la course à pied. Ouais, on va prendre juste l'athlétisme. On va avoir à peu près les mêmes blessures, en sachant que d'un côté, nous avons des gens qui font beaucoup plus de sport que Monsieur Tout-le-Monde, mais que d'un autre côté, ce sont des gens qui connaissent leur corps, qui sont très à l'écoute de leur corps et qui ne vont pas ou très rarement continuer à s'entraîner si jamais ils suspectent une blessure. Et ça, c'est la différence fondamentale avec les gens que je vois en médecine de ville, qui eux souvent vont insister, malgré une petite blessure, et transformer une micro-lésion en macro-lésion, qui va être beaucoup plus gênante. Et la deuxième chose, c'est que les sportifs de niveau vont avoir un entraînement varié, général, qui va leur permettre justement de varier leur entraînement au cours de la semaine et de ne pas solliciter continuellement les mêmes masses musculaires, et donc ils vont, ce qu'on disait tout à l'heure, laisser un temps de repos et de récupération aux muscles. Et ça, c'est vraiment fondamental à partir du moment où on veut s'entraîner régulièrement, faire des temps et surtout ne pas se blesser, ce qui est quand même essentiel. Ça va être de modifier l'entraînement et d'avoir un entraînement qui de temps en temps est un petit peu général et de temps en temps est spécifique aux gestes sportifs. D'accord. Donc l'immense avantage qu'a les athlètes de haut niveau par rapport à un athlète lambda, c'est tout simplement de connaître parfaitement son corps. Oui, alors ça, d'un autre côté, il y a des patients aussi qui peuvent connaître leur corps et surtout s'écouter. L'immense avantage, c'est que ils ont un encadrement qui est très bien fait, et on leur apprend, ils ont appris au cours de leur carrière comment s'entraîner. Et voilà, et c'est vrai que souvent, notamment dans la course à pied, on le voit à chaque fois qu'il commence à faire beau tous les ans, les gens prennent leurs chaussures de sport, ils descendent et ils vont courir, quoi. Et, alors encore une fois, quand ça reste une demi-heure, une heure, une fois par semaine, souvent ils se blessent pas, ça pose pas de problème. Quand par contre ils essayent de se mettre avec les collègues pour les jeunes courses, donc et sur 2-3 mois de façon tout à fait anarchique, encadrement, sans aucune préparation, sans vraiment savoir ce qu'ils font, c'est là en général qu'on a les blessures. D'accord, il faut essayer d'aller une nouvelle fois progressivement et petit à petit, étape par étape, au lieu d'avoir les yeux plus gros que le ventre, entre guillemets, et se dire d'un coup je passe de 0 à 4 entraînements par semaine alors que j'ai pas couru depuis 6 mois. À 5 entraînements par semaine, oui, ça arrive. Donc l'idéal c'est de écouter son corps et de ne pas s'entraîner 4 à 5 fois par semaine,
subitement alors qu'on n'a pas couru depuis 6 mois. Ah, c'est exactement ça. Alors, et encore 6 mois, je trouve que tu es gentil. Parfois, les gens se mettent à faire ça après 5 ans, 10 ans sans avoir fait de sport, tout simplement parce qu'ils se retrouvent embarqués dans une course par des collègues ou des copains. Et puis, chez quelqu'un qui n'a pas fait de sport depuis longtemps, on va se retrouver à une personne qui va vouloir enchaîner 3-4 sorties par semaine. Et en général, c'est là qu'il y a les blessures. Alors, ça recoupe un petit peu ce qu'on disait sur la première question, qui est quand la personne de 40 ans se remet à faire du sport, alors qu'elle a été justement un grand sportif, qu'elle a fait du sport à grande quantité plus tôt, c'est là où il y a les blessures. Quelqu'un de 40 ans qui a jamais fait de sport va rarement se laisser embarquer sur 4 sorties par semaine sans rien dire, quoi. Ça va être plus progressif. Et on est moins embêté par les gens qui vont débuter vraiment le sport parce qu'ils vont faire attention, que par les gens qui pensent pouvoir récupérer tout de suite leur rythme et qui, eux, vont forcer et vont se blesser. D'accord. Donc l'idéal, c'est une nouvelle fois de reprendre progressivement et de ne pas brûler les étapes, entre guillemets. Oui, c'est ça. Et puis, progressivement, ça ne veut pas dire forcément sur 6 mois. Hein. Ça peut être sur quelques semaines. Mais par contre, il faut effectivement faire attention à s'échauffer, à s'étirer, à s'hydrater, à cesser des temps de repos, à écouter son corps si jamais il y a une zone douloureuse qui commence pendant l'effort ou à la fin de l'effort et qui ne disparaît pas tout de suite à l'arrêt de l'effort. Faire attention et ne pas dire que ça peut disparaître sur la fois suivante. Voilà, c'est vraiment simplement de faire attention, être attentif. D'accord. Et je vais finir cette interview par une dernière question. Quelle est l'alimentation conseillée avant une compétition sportive? Donc on va prendre 3 exemples, le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Est-ce qu'il y a des grosses différences? Et quelle est l'alimentation conseillée le jour même et les quelques jours auparavant, avant chacune de ces disciplines? Alors oui, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que on ne va pas puiser dans ses réserves de la même manière sur un 10 km et sur un marathon. Alors, plus que la distance, c'est le temps de course qui va être important. Parce que il y a des gens qui vont courir le semi plus rapidement que le 10 km. Et de la même manière sur le marathon, c'est pas la même chose si on le fait en 2h30 ou si on le fait en 5 heures. Hein, le gros problème étant chez les gens qui font le marathon en 4h30, où c'est là vraiment qu'on va puiser dans les réserves. Dans les jours avant, l'hydratation, vraiment, encore une fois, il ne doit pas y avoir de dette hydrique, il ne doit pas y avoir un manque d'eau au début de la course. Alors ça, c'est vraiment fondamental. Il faut être bien hydraté au début de la course. Ensuite, il faut un apport régulier dans les différents nutriments. Il faut un apport régulier en glucides, lipides, protéines dans les jours avant la course pour vraiment ne pas, encore une fois, comme pour l'hydratation, ne pas être en manque au moment où on attaque la course. Et puis, sur le marathon, parce que typiquement c'est l'exemple qu'on utilise pour l'alimentation, il doit y avoir un apport de sucre important. Alors important. Il faut qu'il y ait un apport, donc typiquement ce sont les pâtes que l'on mange sur la veille ou les 2 jours avant la course pour avoir un apport de sucre lent. Hein, puisqu'au bout d'un certain moment sur la course, vous allez épuiser tous vos réserves circulantes de sucre et vous allez commencer à attaquer les stocks, on va dire. Donc vous allez commencer à retransformer vos réserves de sucre et de graisse pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir continuer la course. Donc oui, c'est surtout un apport de sucre lent à l'avance, avant la course, et puis après c'est pendant la course, encore une fois j'insiste, l'hydratation, et puis des barres énergétiques que vous pouvez utiliser pendant la course. D'accord. Donc pour donner un petit exemple de repas type, ce serait lequel? Il faut arriver, l'image en fait, c'est d'arriver chargé à bloc au moment du départ, c'est-à-dire pas manque d'eau et pas manque d'énergie, alors c'est au sens général du terme, mais la veille du marathon, ça va être des pâtes, un tout petit peu de beurre, pas
pas de sauce tomate, pas de gruyère dessus. Essayez de se lever assez tôt le jour du marathon pour avoir un apport alimentaire, donc plutôt à ce moment-là, glucides et protéines, on va dire 2-3 heures avant le départ du marathon. Et puis après, c'est des barres énergétiques sur le marathon. Alors pas beaucoup, parce qu'encore une fois, on n'arrivera pas à compenser l'utilisation du sucre dans le sang par l'apport alimentaire, et puis ça peut donner des crampes d'estomac, ça peut poser des problèmes, mais au moins pour avoir un petit apport, pour pas être trop en déficit de sucre. Et puis ensuite, c'est, j'insiste parce que c'est vraiment le plus important, c'est une hydratation avec une boisson qui est adaptée à l'effort, avec du sucre et du sel dedans. D'accord, ok. Bon, bah, merci en tout cas pour tous ces conseils et toutes les infos que tu nous as données pour réussir au mieux nos futures courses et surtout ne pas nous blesser. Avec plaisir. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir accepté cette interview qui a été très enrichissante et qui permettra pour beaucoup de personnes de répondre à toutes les interrogations qu'ils se posaient. C'est normal, c'est le principe en fait en médecine du sport d'essayer le maximum de faire du préventif pour ne pas avoir besoin de faire du curatif et de traiter des blessures. Exactement, parce que l'être humain, on a plus tendance à venir après coup au lieu de se dire on va essayer de régler le problème en étant préventif juste avant. C'est ça. Ok. Merci Charles une nouvelle fois et je te dis à bientôt. Au plaisir et bonne course. Merci. Au revoir. J'espère que cette interview vous a plu. Partagez-la sur Facebook ou sur Twitter. Par ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires juste en dessous de cette interview. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles interviews et pour de nouvelles vidéos. C'était Maxence Rigotier de blogcoursapied.com. À bientôt!